ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. L'idée, c'est que vous allez découvrir des parcours de personnes d'horizons variés qui, un jour, se sont enfin lancées en investissement immobilier. Mon objectif, à travers ces témoignages, c'est d'apporter du concret au podcast qui va vous inspirer, vous donner des idées et surtout vous remplir d'une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'accueille Claire Dallène. Claire et son mari, Antoine, se sont lancés en immobilier à l'arrivée de leur 4e enfant en 2017. Ils étaient tous les deux cadres ingénieurs dans la région de Marseille. Ils ont commencé par une colocation, puis 2 colocations supplémentaires et se sont ensuite lancés dans l'achat de 2 immeubles. Claire nous partage leur démarche, leur stratégie d'investissement, leurs difficultés de financement, leurs réflexions aussi quant à la fiscalité et également à l'impact écologique de leurs investissements. Cette interview est tout simplement passionnante. Bonne écoute! Salut Claire, comment ça va ? Très bien, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis super contente d'enregistrer cet épisode parce qu'en plus t'es maman de 4 enfants et moi je suis maman de 3 enfants et du coup je me dis que c'est sympa d'échanger entre mamans de pas mal d'enfants. Oui, tout à fait. On a 4 enfants qui ont entre 6 et 16 ans aujourd'hui et ça a été un de mes moteurs principaux pour investir dans l'immobilier. Alors génial, donc on va pouvoir faire, moi j'aime bien dans cet épisode, revoir un peu toute la chronologie de comment quelqu'un de lambda au départ, enfin je sais pas si t'étais quelqu'un de lambda, on va voir ensemble, est devenu investisseur en immobilier et surtout toi et ton mari Antoine, vous avez pu réussir à en vivre complètement, exactement comme Cyril et moi, donc j'ai envie de découvrir ton parcours, voilà. Donc déjà pour commencer, donc Claire et Antoine, donc je le redis à l'audience, donc ils sont un couple. Et là, j'interviewe uniquement Claire qui va parler aux 2 noms, également de son mari. Donc vous deux, Claire et Antoine, de quel environnement, de quelle culture vous avez commencé quand vous êtes nés, dans l'ambiance dans votre famille, ce que vous avez appris sur l'investissement au départ et quand vous avez démarré dans la vie active? Alors, on a des familles, dans la famille d'Antoine, il y a un petit peu d'immobilier et ça l'a toujours passionné. Ça l'a toujours intéressé, même si c'était pas géré du tout comme il aurait eu envie que ce soit géré. Et dans ma famille, un petit peu, mais plus en mode bon père de famille et puis, mais avec beaucoup de bon sens. Voilà. Et du coup, on a fait des études d'ingénieur tous les deux et on a travaillé pendant 15 et 20 ans dans l'industrie, principalement dans des postes de management. Et du coup, donc là, vous commencez votre carrière. Vous vous êtes rencontrés à peu près à quel moment On s'est rencontrés en école d'ingénieur. D'accord, pendant les études. Ok, Ouais. ouais, tu vois, il va y avoir pas mal de similitudes avec moi et Cyril. Et du coup, en fait, donc vous vous êtes rencontrés à ce moment-là. Vous commencez à travailler et là, vous en êtes où en stade investissement? Vous achetez votre résidence principale? On achète notre résidence principale autour de la trentaine, ouais, donc à Marseille. Et puis, on continue à travailler. Donc là, on a 3 enfants, on a chacun des bons postes, donc le temps passe vite. Et puis, à la naissance de notre dernier enfant, moi, je me dis que bon, c'est bien, j'ai bien optimisé le travail, bien optimisé ma vie de famille, mais que je vais avoir du mal à continuer comme ça. Et du coup, en fait, on achète une formation sur la liberté financière qui parle d'investissement immobilier. Et là, je dis à Antoine, bah tiens, si on faisait ça. Et lui, en fait, ça faisait longtemps qu'il était passionné d'immobilier, qu'il avait envie de se lancer, qu'il avait envie d'investir. Et moi, je lui disais, on a déjà 2 travails, 3 enfants, c'est juste impossible. Et du coup, on a profité de cette phase où j'étais en congé maternité puis en congé parental pour réfléchir en fait à notre
stratégie de vie, travailler sur notre projet, qu'est-ce qu'on avait envie de faire avec nos enfants et construire notre projet tout en nettoyant un peu ce qui va être croyance sur l'argent, un peu tout reprendre du début. Et c'est vraiment l'arrivée de votre quatrième enfant qui, chez toi, a fait un déclic. C'est-à-dire qu'avant, tu freinais Antoine et tu lui disais non, on n'a pas le temps pour investir. Et au quatrième enfant, tu t'es dit en fait, faut qu'on fasse quelque chose. Bah oui, parce qu'en fait, on me proposait des jobs toujours plus loin et toujours où il fallait travailler plus longtemps, des jobs hyper intéressants. Donc, c'était vraiment des belles expériences. Mais je voyais aussi que les enfants grandissant, la délégation à la nounou, je commençais à atteindre les limites pour les vacances scolaires, pour les soirs, pour les devoirs. Puis, j'avais envie d'être présente. En fait, j'ai quand même une passion pour la question de l'éducation. Et du coup, bah, il y a un côté où rien ne remplace le temps qu'on peut passer avec ses enfants. Même si c'est pas ce qu'on nous fait toujours croire. En fait, j'avais cru que les enfants petits, quand ils grandiraient, ce serait plus facile. Et en fait, on voit que petits, ils ont besoin de nous, mais grands, ils ont aussi besoin de nous d'une manière différente. Ouais, très bien, bah, je comprends. Bah, alors du coup, je me dis qu'en grandissant, ils auront quand même encore besoin de nous. Des fois, je me dis, ah, ça va passer, ils seront plus grands, mais en fait, non. Mais ok. Non, et c'est tout aussi passionnant. Aujourd'hui, on a des adorables. Ouais. Euh, Bah, c'est amusant, excitant, fatigant et c'est hyper sympa d'être à leur côté. Et là, on voit bien, notre aînée, elle va bientôt partir. Bah, on se dit, bah, c'est chouette d'en profiter maintenant et puis pas de se dire, ah, merde, ils sont partis. Bon, bah, sujet suivant, quoi. Donc du coup, vous vous lancez dans l'investissement immobilier. Toi, t'as 35 ans, 38, enfin, je sais pas, je dis des chiffres. Ouais, 36, pile 36 ans. Ok, et là, 36 ans, ça y est, vous vous lancez. Et là, vous prenez une formation. Ça, c'est qui a eu l'idée? C'était toi? C'est moi, en fait, j'ai reçu un mail. Je m'étais inscrite 3 ans auparavant parce qu'il y avait déjà des choses qui nous titillaient sur le sujet. Je m'étais inscrite à une newsletter et je trouve dans une vieille boîte mail un mail qui parle de cette formation. Et là, je me dis, mais en fait, c'est vraiment pour moi. Et on connaissait rien au mode de la formation. Donc là, je me dis, est-ce que c'est de la folie? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Puis en fait, Antoine, il me dit non, mais vas-y. De toute façon, il voyait bien que je tournais un peu en rond. Donc il se dit, bah, s'il peut y avoir une porte de sortie, go, quoi. Mais plutôt de manière hyper sceptique. Ok. Et du coup, vous suivez la formation. J'imagine, Ouais. je sais pas, parce que tu m'as dit que vous êtes lancé en 2016. Moi, je sais qu'à mon époque, les formations, c'était juste on regardait des vidéos, non? On n'avait pas de contact avec le formateur. Ou Il y si? avait un coaching mensuel. Ah oui, quand même. Ouais, il y avait un coaching mensuel. Il y avait un live où tu rencontrais tous les participants. Il y avait un groupe Facebook. Et c'était vraiment hyper inspirant parce que la partie, dans cette formation, la partie travail sur le projet et les fondations et la stratégie était hyper importante. Et c'est ça qui nous a aidés à aller loin. Ok. Donc nous voilà partis, on fait notre stratégie, on réfléchit, on s'engueule parce que moi je touchais pas trop à l'argent, c'était un peu le domaine d'Antoine. Et puis là tout d'un coup je viens lui dire mais avec notre budget on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Donc là on s'est un peu chatouillé l'un et l'autre, hein. Ouais, parce que tu veux dire que c'était Antoine qui gérait le budget en général dans la famille, toi tu t'y souciais pas, et là d'un seul coup tu t'es dit tiens, je veux donner mon mot ou. En fait on a toujours vécu avec beaucoup de marge. Donc, on n'avait pas vraiment besoin de gérer on n'avait pas besoin de gérer notre budget parce qu'on est plutôt raisonnable dans les dépenses. Mais par contre, la partie placement, qu'est-ce qu'on fait de notre argent, c'était plutôt lui qui gérait ça parce que ça l'avait toujours amusé. Et voilà. Donc, il le faisait bien. Donc, en fait, on n'est pas obligé de tout faire à deux dans un couple. Moi, j'avais confiance en lui, donc je lui laissais cette part. Mais par contre, quand on veut changer de voie, gérer son budget et voir quel est son vrai budget et voir de quoi on a besoin, si on change ses orientations, bah, ça oblige effectivement à se mettre d'accord tous les deux sur quel est notre budget, est-ce qu'on a envie de faire des économies à des endroits ou pas. Et donc, on a dû repasser par cette période de transition et de discussion autour de qu'est-ce qu'on fait de notre argent. Parce que du coup, vous avez mis cette discipline en place d'essayer de baisser vos dépenses pour essayer d'économiser ou c'était quoi derrière en fait Non, mais d'abord, on avait une nounou qu'on payait avec pas à plein temps, mais avec un gros volume. Donc, en fait, ça, c'était ça. Après, on a réétalé notre résidence principale. Donc, on a fait ça qui a quand même vachement allégé le budget. Parce que, en fait, jusqu'à présent, on était dans une logique de rembourser le plus vite possible notre résidence principale. Mais du coup, ça assomme ton taux d'endettement. Donc là, on s'est dit, bah, si on veut pivoter, on a allégé notre budget de ces deux manières-là.
Et puis après, moi, j'ai aussi une fibre très forte sur l'écologie. Et en fait, l'écologie et le budget, ça va ensemble et ça peut permettre aussi de faire des expériences différentes. Par exemple, on est parti en vacances en échange de maison, donc ça te demande un travail, mais derrière, ça, ça te permet d'avoir des vacances pas chères. Donc, on a essayé aussi plein de choses qui font que ça allait aussi dans le bon sens, dans le sens du budget, quoi. Ok, très bien, c'est très clair. Et du coup, donc vous avez votre résidence principale, vous avez réétalé pour avoir la plus petite mensualité possible sur votre résidence principale et vous redégagez de la capacité d'endettement. Ouais. Et là, vous vous lancez du coup dans votre premier projet. Oui, on achète, du coup, on signe en mai 2017, donc je pense début d'année 2017, on se dit qu'on va partir sur une première coloc. Et donc, on part sur une première coloc, on fait l'achat, on fait les travaux. On a tout essayé en termes de travaux, donc d'ailleurs de financement aussi, on a un peu fait plein d'erreurs, essayé plein de choses. Premier chantier, on passe par une personne qui est un espèce de couteau suisse qui vient, il a quelques personnes avec lui, mais il dit j'arrive sur le chantier, 3 mois après c'est terminé, je vous rends les clés. Donc premier chantier assez facile, hein, qui se passe bien et on met on met en location notre colocation fin décembre 2017 et là on se dit waouh ça marche. Et alors attends, parce que vous êtes donc parti sur un appartement que vous avez acheté tel quel nu, et c'est vous qui avez eu l'idée d'en créer une colocation à l'intérieur? Oui, tout à fait, on a acheté un appart pourri, on a acheté que des Ok. apparts pourris. Et donc là on a redécoupé un peu pour faire 4 chambres, ajouter une deuxième salle de bain et le meubler. Et ça, c'était toujours à chaque fois pas trop loin de chez vous? Ça, c'était pas très loin de chez nous. Ouais. Ça, c'était à Marseille, donc c'était pratique. J'allais avec mon bébé sur mon vélo faire le suivi de travaux. Super. C'est plutôt moi qui ai souvent fait la recherche de biens. C'est quelque chose que j'aime bien. Antoine, il s'occupe plutôt de la phase financement. Après, les travaux, c'est plutôt lui. Et après, la phase exploitation, on se répartit un peu les choses aussi. Voilà. Ok, donc premier appart, coloc, ça marche, vous avez du cash flow positif et vous vous dites, ok, ben, Eureka. On se dit qu'effectivement, on va continuer. Et puis là, on achète une autre formation parce que je sais pas pourquoi, parce qu'on a envie d'aller plus loin. Et donc, en fait, on regarde. Et donc, dans cette formation, il y a plein de comptes rendus de séminaires, en fait, de gens qui parlent et tout. Et en fait, ça nous fait un espèce de booster d'énergie. Et là, on se dit, waouh, on y va à fond. Et on rencontre aussi des gens. En fait, il y avait des groupes dans cette formation en local, dans notre ville. Et donc, on rencontre les gens. Et donc, plus on rencontre les gens, plus on se dit, bah, cool, on y va. Et ça donne des petits trucs et astuces parce que je trouve ce qui manque beaucoup dans l'immobilier, c'est plein de tout petits trucs. On a plein de milliers de questions. Donc, c'est comment on arrive à avoir des gens qui répondent parce qu'effectivement, dans ces grosses formations, il n'y a pas forcément, le formateur, il ne va pas forcément répondre peut-être comme vous le faites ou que nous, on peut le faire, à répondre en one-to-one aux formés. Donc là, c'est un peu plus vide et il faut se débrouiller par nous-mêmes. Donc là, on enchaîne sur 2 autres colocs et puis après, en fait, on part sur de l'immeuble aussi. Ok, parce que pourquoi vous avez fait pas direct de l'immeuble? Parce que j'imagine que vous avez la capacité d'endettement au départ pour faire direct de l'immeuble, ou ça vous avait pas traversé l'esprit? Je pense je me souviens pas. Je pense qu'on cherchait une rentabilité élevée par de la coloc et je pense qu'on se disait que l'immeuble c'était trop gros, trop compliqué ou je sais pas. Ok, donc du coup, vous avez fait 3 colocs et le quatrième investissement, vous passez sur un immeuble. Ouais, exactement. Et ça, c'est en 2000. Donc les mises en location, on met 2 autres colocs. Bah là, en fait, en 2018, on fait les 2 autres colocs et l'immeuble, pas sans encombre au niveau financement, pas sans encombre au niveau travaux non plus. C'était un peu. Parfois, je me dis, il y avait cette oscillation entre je travaille pas et à la fois je fais ça. Et donc, parfois, dans ma tête, j'étais un peu perdue parce que je disais aux gens, ah bah, je travaille pas. Puis en fait, tu vois bien que si tu as fait 3 colocs et un immeuble en 18 mois, ça a généré quand même un peu de travail. Parce que là, à ce moment-là, tu es toujours officiellement en congé parental. Ouais, exactement. Mm. Et ça, du coup, les banques, par rapport à ton congé parental, elles tiquaient pas trop, elles arrivaient quand même à prendre en compte tes revenus futurs Ouais, au travail. ouais, tout à fait. Ah bah c'est rassurant, ouais, c'est cool. Comment vous avez fait du coup pour... parce que vous avez dit dans quasiment la même année, vous avez fait 2 colocs et un immeuble. Ouais, Et donc du coup, comment ça s'est passé au niveau du financement? ça a été le bazar.
En fait, on est passé sur plusieurs banques. Ouais, on a été obligé, parce qu'en fait, on avait notre banquier historique. Au début, il nous a dit, allez-y, c'était vraiment un super banquier qui vient de partir en retraite. Et, et donc, il nous a dit, mais jusqu'à ce qu'on aille à son maxi de délégation. Et puis, en fait, le problème, c'est on voulait faire l'immeuble et un appart dans en même temps. Et en fait, il fallait passer d'abord l'immeuble, alors qu'on était censé signer le compromis, la vente de l'appartement en même temps, etc. Donc, ça nous a demandé pas mal de cheveux. Ça a donné pas mal de travail à Antoine. Il s'est fait beaucoup de stress sur ces sujets-là. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'est bien fini, quand on a toujours réussi à aller au bout, mais c'était pas hyper simple, hein. Et vous arriviez du coup à convaincre les banquiers sans mettre d'apport, ou des fois vous deviez conclure en mettant un peu d'apport pour closer le deal, on va dire. Ah bah, plus ça a été, plus moins on a été, plus moins les conditions sont bonnes et plus on a mis un petit peu d'apport. Et notre dernier emprunt, on a même dû faire une hypothèque, hein. Ok. Ah, nous, on en fait quasiment tout le temps des hypothèques. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais ok. Parce que vous avez réussi à faire sur des trucs du genre crédit logement sur les premiers. Ouais. D'accord. Ok. Et dans cet immeuble, du coup, il y avait combien d'appart? Vous avez visé un truc assez gros ou vous avez visé un truc un peu plus... Non, non, il y avait 400 mètres carrés. Aujourd'hui, il y a 11 apparts, hein. Puis, comme tout ce qu'on a acheté, c'était vraiment en très mauvais état, avec des dégâts des eaux, des locataires qui est sans bail, qui squattaient. Ah ouais, donc vous avez acheté un immeuble partiellement occupé, quoi. Ah ouais, on a toujours acheté des immeubles partiellement occupés. Ah oui. Ouais, donc du coup, ça peut être un bon point pour la négociation à la baisse, le fait que il y ait déjà des locataires en place qui payent pas cher, j'imagine. Enfin, si c'est un immeuble délabré. Oui, puis donc on a discuté avec eux. Et puis finalement, assez vite, il y en a qui sont partis. On a rénové au fur et à mesure des départs des locataires. Et du coup, au niveau des travaux, vous avez continué à passer par la personne qui a fait les travaux du premier appart? Ou là, comme vous avez grossi, vous avez dû changer de méthode de travaux? Et bien en fait, comme c'était une personne qui travaillait bien, mais qui prenait qu'un chantier à la fois, en fait, elle était plus disponible pour nos chantiers d'après. Donc en fait, on a essayé une deuxième solution qui était de passer par un entrepreneur qui après prenait des sous-traitants auto-entrepreneurs. Donc sur notre deuxième coloc, ça s'est très bien passé. Par contre, après, on lui a donné l'immeuble et là, il était débordé, c'était trop gros pour lui. Et donc là, ça a été vraiment la grosse galère parce que les délais s'allongeaient, 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 s'allongeaient. Ouais, c'était un peu la galère. Et du coup, vous mettiez des indemnités de retard ou comment ça se passait? Comment vous gériez cette situation? Non, on essayait de le faire avancer. C'était pas. Non, on n'a jamais fait d'indemnité de retard parce que de toute façon, le but c'était qu'il avance, quoi. Il fallait le motiver et c'est pas en lui mettant des indemnités de retard. Ouais, une fois que c'est fait de toute Oui, façon. puis le but c'est effectivement c'est de voir avec lui comment on l'aide, comment il s'organise. Et après il y avait des questions. Parfois il y avait des sujets techniques où, par exemple sur tout ce qui était interphone et tout, il n'était pas hyper calé et il n'osait pas nous dire parfois qu'il n'était pas calé ou pas toujours facile, quoi. Mais comment vous avez vécu cette période? Parce que, enfin, j'imagine avec un aussi gros chantier à gérer, avec les enfants qui étaient encore petits à ce moment-là, enfin, toi, t'étais toujours en congé parental, c'est pour ça que t'as pu gérer tout ça, ou t'as repris le boulot à un moment donné et vous aviez à tout gérer de front? Non, moi, j'ai pas repris le boulot. J'ai pas repris le boulot. Par contre, Antoine, il y passait souvent le soir en sortant du travail. En fait, il faisait un crochet, il regardait où ça en était. Et après, c'est lui qui a plutôt géré, effectivement, l'entrepreneur pas hyper simple à gérer. Donc, cette partie-là, il a beaucoup travaillé, quoi. Et donc, du coup, après ce premier immeuble que vous avez acheté, vous aviez trois colocs, un immeuble de 11 appartes, Ouais. et ensuite, Ah, on s'est dit, avant qu'Antoine quitte son travail, il s'est dit, j'aimerais bien en racheter un. ouais, faire un gros coup, quoi. En se disant, après, on sera plus jamais finançable. Avec du recul, c'était un peu une connerie parce qu'en fait, c'est là où il s'était dit, bah tiens, ce serait bien qu'on couvre vraiment toutes nos charges financières et qu'on puisse vivre uniquement avec nos cash flows. Et en fait, on voit bien avec l'expérience que l'immobilier, c'est bien pour notre point de vue, hein, d'avoir une partie de ses revenus qui fait une sécurité financière et qui fait qu'on est plus léger après pour entreprendre, mais on n'est pas obligé avec l'immobilier de couvrir toutes nos charges financières.
Et donc, on est parti. Donc là, il voulait faire ça avant de quitter son travail. Et donc, on s'est mis à rechercher. On commençait à avoir un peu plus de mal à trouver à Marseille. Et puis, on avait envie de chercher autre chose. Et comme on va souvent en Saône-et-Loire, on a cherché en Saône-et-Loire. En fait, j'ai fait toutes les villes. J'ai visité surtout l'axe Marseille, Lyon, et puis en montant. Et donc là, on cherchait un immeuble parce qu'effectivement, on avait envie d'être chez nous. Et on a acheté à Mâcon, en Saône-et-Loire. Ok, un immeuble, et du coup, dedans, il y a combien d'appartes maintenant? Il y en a 13 avec un local commercial. Donc voilà, toutes les tailles. On a mis une coloc dedans aussi. On avait envie de voir aussi finalement sur une ville de taille moyenne, qu'est-ce qu'on arrivait à louer du nu, du meublé, de la coloc. Donc là, on s'est amusé à tester les différentes surfaces, à faire un peu de tout pour voir ce que ça donnait, quoi. Et du coup, j'imagine que celui-là, vous l'avez acheté en SCI à l'IS. Non, on l'a acheté en nom propre. D'accord, ok, mais vous faites quand même du nu partiellement dessus. Oui, oui, parce qu'on a fait beaucoup de travaux. Ok, ok, ok. Et je me demandais tous les autres biens aussi que vous aviez achetés avant, vous aviez fait du tout en nom propre? Oui. Ok, ouais, ouais, non, c'était juste pour savoir. Nous aussi, on a tout en nom propre, mais c'était pour savoir. Là, il n'y a pas de solution magique fiscale. En fait, ce qui compte, c'est comment tu veux récupérer les revenus ou pas, et puis quelle est ta composition familiale, et puis quel est ton projet de vie. Et donc nous, on est parti là-dessus. On est parti aussi en fonction des possibilités de financement qu'on avait, quoi. Et du coup, quand Antoine a arrêté de travailler, vous êtes passé en loueur meublé professionnel. Oui. Ok, ouais, nous aussi, on est loueur meublé professionnel actuel. Ok, parce que nous, c'est vrai que, enfin, ça m'intéresse d'en parler avec toi parce que moi, je sais que quand, alors nous, on n'a pas acheté de formation au début quand on s'est lancé, mais on en a acheté un peu après, où on a commencé à se poser des questions sur la fiscalité notamment, et ils vendaient des trucs super en fiscalité, ouais, c'est génial, le schéma fiscal incroyable, et en fait, à chaque fois que tu télécharges ça, ils te vendent la SCI à l'IS. Enfin bon, au final, c'était toujours ça, moi, que Oui, là, dans les formations, dans les trucs que je creusais, c'était toujours ça qu'ils vendaient. Et nous, avec Cyril, on se disait toujours, mais en fait, c'est bien quand tu veux pas en vivre, mais si tu veux sortir l'argent, bah en fait, tu payes beaucoup d'impôts, alors qu'en loueur meublé professionnel, bah tu vas quand même payer moins d'impôts pour sortir l'argent que en SCI Alias où le coût de la sortie de l'argent est beaucoup plus élevé. Je sais pas si vous aviez eu ce même raisonnement. ah si, c'est exactement, on est bien d'accord. Le triangle magique, ils appellent ça avec la holding et compagnie. C'est bien si tu veux pas récupérer l'argent, mais si tu as besoin de Exactement. l'argent, Exactement, mais parce qu'en fait, je pense que comme c'est des entrepreneurs en ligne qui vendent ça, oui, pour eux, c'est génial parce que comme ils ont un business en ligne qui leur rapporte énormément d'argent, eux, ils s'en fichent des revenus de l'immobilier, donc comment on appelle ça, ils les encapsulent dans une holding avec une SCI à l'IS pour multiplier leur investissement. Mais comme ils s'en fichent, ils sortent pas l'argent, bah, du coup, ils recommandent ce super triangle magique, comme tu dis, mais qui en fait correspond plus à des entrepreneurs qu'à des gens comme nous qui voulons vraiment en mm. vivre. Puis des entrepreneurs qui ont quand même des gros flux, parce qu'il faut quand même pas sous-estimer les frais de création de société, les frais de compta, les frais de Exactement. c'est pas du tout si négligeable. Et en plus, parfois, on a l'impression que ces montages ils sont proposés par des comptables et on se dit en fait, c'est le comptable, il est content, il se gratte et il te fait payer tout à chaque étape. Donc, Ouais, non, mais c'est ça. ouais. Donc non, on n'est pas sur notre dernier immeuble. Effectivement, on avait même été jusqu'à créer la SCI, mais on l'a pas utilisé parce qu'en fait, on était quasiment plus finançable et donc on a eu beaucoup de problèmes pour obtenir le financement. Je crois qu'on a eu presque 8 refus bancaires. Ah, c'est bien, vous êtes acharné du coup, vous avez pas lâché l'affaire. Ouais. Et heureusement, en fait, on avait rencontré un super investisseur immobilier qui nous a dit, mais je connais une super banquière. On est passé par cette super banquière et on a eu notre financement. Mais en fait, on est passé par notre banquier historique nous avait dit non, c'est trop tôt. Le deuxième nous avait dit, vous n'avez pas assez d'antériorité chez moi. On est passé par un courtier qui nous a fait des kilotonnes de papier, qui nous a rien dit que ça allait pas marcher. Et en fait, on a mis, je sais pas, 7 mois à avoir le financement qu'on a eu, in fine. Donc ça veut dire qu'il faut pas se décourager, mais c'était chaud, quoi. Bah ouais, carrément. Et du coup, donc là, dernier, entre guillemets, le dernier coup. Ouais, Et là, Antoine arrête de bosser oui, ouais. ou Ouais. Après, il arrête, hein. comment ça s'est passé? Parce que moi, ça m'intéresse de parler du coup avec des personnes qui ont vécu un peu la même expérience que moi et Cyril. Nous, ce qui s'est passé, tu me diras si c'est pareil pour vous. Quand on a eu ce moment où enfin on pouvait en vivre, on a un peu, pendant un an, un peu soufflé et on était un peu, je sais pas comment dire.
Tu vois, comme s'il fallait se remettre un peu de tout ce chahut qu'on a eu pendant les années précédentes. On n'avait pas de vacances. Enfin, nous, on mettait toute notre énergie, beaucoup de charge mentale dans les investissements. Et là, d'un seul coup, bah, c'est un petit peu retombé. Et après, on a eu la motivation de se relancer dans de nouveaux projets. Je sais pas si vous, comment ça s'est passé quand Antoine a arrêté de bosser? Mais en fait, il a arrêté de bosser en février 2020. Ah, mais pareil que Cyril, c'est incroyable. Mais nous, on avait été assez... ouais. En fait, en février 2020, on avait prévu de partir voyager. Donc, on est parti voyager en février 2020. Et puisqu'on voulait être en famille, faire l'école à nos enfants. Et voilà. Mais comme c'était venu... Ah oui, donc du coup, parce que toi, c'est toi qui tu scolarisais déjà tes enfants à la maison Non, non, ou non, non. tu... En fait, on avait prévu de partir pour 6 mois. Et ça tombait tout pile par rapport au confinement français, donc c'était Exactement. Et donc, on est parti. un hasard parfait, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que les gens nous ont dit, vous avez raté le projet, etc. Et à la fois, on a vécu une expérience extraordinaire. Et puis, bah, nous, on était effectivement dans une configuration qui était sympa. Donc la transition, elle s'est faite comme ça à ce moment-là où c'était le dawa pour tout le monde. Nous, finalement, on était plutôt pas mal. Nous, on a mis beaucoup de temps, par contre, après à se remettre parce que comme on avait été très vite, en fait, il y avait plein de trucs à terminer dans nos investissements, des trucs qu'on avait ratés. Et ça nous a demandé mais vraiment beaucoup d'énergie. Alors comme quoi, par exemple? Bah, des ravalements, par exemple. On a des ravalements sur tous nos immeubles avec des Ah problèmes oui, de conformité de magasins où il faut négocier avec le local commercial qui ne veut pas se mettre aux normes. Je sais pas, par exemple, dans notre première coloc, on était passé à l'électricité au lieu de faire gaz et électricité. Et en fait, la puissance du distributeur d'étage était limitée, et donc on n'avait pas assez de puissance électrique. Donc là, il fallait changer le distributeur d'étage, pas en passant par Enedis. Je sais pas, plein de petits trucs techniques comme ça, des choses à refaire derrière. ça vous a rattrapé après les vacances, en fait. Ouais, Enfin, à notre retour, ouais. Et on avait encore des travaux qui étaient en cours parce que l'immeuble, on ne l'a pas rénové d'un coup. Et les immeubles, oui. Et puis après, quand les locataires partent, en fait, tu refais les appartements au fur et à mesure. Et c'est juste pour partager aux gens, pour voir comment toi tu vois enfin comment tu visualises la vie que tu avais avant l'immobilier par rapport à la vie que tu as aujourd'hui, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui a changé là dans ton quotidien avec Antoine? Est-ce que ton couple, c'est différent que par rapport à avant? Ta relation avec tes enfants? Enfin, est-ce que tu te rends... C'est quoi les bénéfices ou les trucs que tu regrettes peut-être dans ton travail? Je sais pas. Je pense que tout a changé, quand même, faut quand même se le dire. On aimait bien tous les deux nos équipes de travail. On travaillait dans des entreprises avec des super équipes, donc ça, c'était vraiment un côté sympa. Après, nous, on n'a pas vécu la visio, le télétravail. Parfois, je me dis, on est passé à côté d'un truc complètement différent. Ce qui change dans notre quotidien, les premières fois au tout début, quand je m'étais projetée, j'écrivais un petit journal d'intention où tu écris, en fait, tu visualises comment tu voudrais que ta vie soit dans le futur. Et donc, c'était un des exercices qu'il y avait à faire. Et donc, j'écrivais, tu décris où tu veux habiter, ce que tu veux faire comme type de métier, etc. Et moi, en fait, ce que je trouvais dur, c'est qu'Antoine, il partait à 6h, 6h30 tous les matins. Ça faisait 15 ans qu'il faisait ça. Il faisait 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Il y a un côté où je me disais, mais combien de temps il va tenir? Et donc, je me disais, bah, ma vie sera mieux le jour où il sera là, au petit-déj. Moi, je gérais une grosse partie des enfants avec les réunions. Donc là-dessus, le quotidien, il est beaucoup plus léger. Et puis, on peut partir en 2 semaines quand on peut partir bouger pour toutes les vacances scolaires. Donc ça, c'est vraiment un luxe énorme. Et on a un rapport différent au travail parce que ça nous arrive, par contre, pendant nos vacances, qu'on ne faisait pas avant, de travailler, quoi, de gérer un petit peu des urgences ou du quotidien, mais ça nous amuse, hein. Ouais. Je posais la réflexion, là, est-ce qu'on est en train de travailler? Ouais, bah non, là moi je prends un super grand plaisir, donc dans ma tête c'est pas du travail, Voilà, quoi. donc ça rechange vachement le rapport au travail. Et après, ça nous permet d'avoir plus de temps pour s'occuper de faire grandir nos enfants, ce qui était mon moteur à moi. C'est vrai que c'est génial. Antoine, ça lui a permis de voir des choses et de s'impliquer dans des sujets qu'il ne faisait pas du tout avant. Donc là-dessus, c'est vrai que ça a quand même changé beaucoup notre quotidien, quoi. Parce que ce qui m'intéresse de partager avec toi aussi, c'est que je sais qu'avec Cyril, on a été tenté
par le modèle, je m'arrête moi de bosser et toi tu continues à travailler. Et c'est moi qui, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je veux, c'est soit on s'arrête tous les deux, soit on bosse tous les deux. Et parce qu'en fait, on peut vite être tenté de se dire, bah, ok, on a des revenus d'immobilier, il y en a un qui arrête et puis le mari continue, quoi. Toi, comment vous avez cheminé pour que ce soit les deux qui arrêtent? Et ben en fait, c'est assez facile. En fait, au tout début, là, notre première formation, on faisait une stratégie. Et donc, en fait, j'ai construit un fichier Excel avec nos budgets, nos dépenses. On avait ajouté les études des enfants, etc. On avait mis nos revenus. On a simulé combien il fallait qu'on investisse dans l'immobilier avec une rentabilité, machin, ce que ça générait comme cash flow. Et puis un jour, Antoine, il me dit oui, mais franchement, toi, t'arrêtes de travailler, un peu genre t'es peinard à la maison alors que j'avais les 4 gamins. Donc, euh, puis je lui dis, bah, tu veux changer? Et j'ai mis 0 dans la case. Et là, je lui dis, bah, maintenant, go, quoi. Et donc, en fait, Ah, trop cool. c'est comme ça qu'on l'a géré. Je lui ai dit, en fait, si toi aussi, tu as envie de changer, bah, allons-y, quoi. Ah, trop Donc, cool. Donc c'était lui qui était moteur un peu. ouais. de se- Ça lui a donné envie de lui dire, ah ouais, moi aussi je veux être tranquille, quoi. Enfin, tranquille, c'est un grand mot quand on a 4 enfants à la maison, mais Non, il n'avait pas envie d'être tranquille. Il avait aussi, d'ailleurs, on le voit, en fait, là, il a repassé un diplôme de conseiller en gestion de patrimoine. Et en fait, ça l'a toujours passionné, la gestion financière, l'immobilier. Ce qui a changé, c'est que maintenant, il voit que c'est au service d'un projet de vie, au service de temps que tu peux consacrer à tes enfants ou à d'autres activités. Aujourd'hui, il est parti faire un atelier de la fresque du climat dans une école de commerce toute la journée. Bah, s'il a du temps pour faire ça en semaine, c'est aussi parce que justement, on a cette liberté de pouvoir se dire, on a des activités qui sont où on est rémunéré, puis il y a des activités bah, où on n'est pas rémunéré, et puis du coup, euh, on peut faire autre chose, quoi. génial. Et du coup, alors, maintenant, c'est quoi les projets aujourd'hui que vous menez tous les deux maintenant que vous avez plus de temps et que vous avez le pouvoir de décider un peu ce que vous faites de votre temps, qu'est-ce que vous faites alors? On est encore en cours de construction. Moi, je suis un peu slasheuse, donc j'ai gardé différentes casquettes et j'aime bien pour l'instant avoir ces différentes casquettes. En tout cas, on a une activité. Anthony a démarré une activité d'accompagnement, mais qu'on fait sur lequel moi j'aide sur la partie construction, technique, contenu. Et puis peut-être un jour, je repasserai sur la partie accompagnement direct, où on aide les gens, notamment les couples qui ont des enfants le plus souvent, parfois autour de la quarantaine, qui ont envie d'utiliser l'argent, ce qu'ils ont construit pour pouvoir le remettre en adéquation avec leur stratégie de vie. On les aide là-dessus et derrière, ça découle souvent, on les aide après à investir dans l'immobilier. Et du coup, ah oui, parce que ça m'intéressait, Antoine, il a passé un diplôme de conseiller en gestion de patrimoine. Oui. En fait, au début, il a fait ça parce qu'il se disait, en fait, on est en France, c'est mieux d'avoir les diplômes, ça fait plus propre. Et en fait, il a énormément appris, ça a vraiment transformé sa manière de voir, de comprendre et d'être en contact avec les différents interlocuteurs, on rencontre pas mal d'interlocuteurs quand on fait de l'investissement immobilier, tout ce qui va être notaire, tout ce qui va être fiscaliste, comptable. Et du coup, il arrive à être un meilleur couteau suisse en ayant une meilleure compréhension des fondamentaux, qu'est-ce qui est le code civil, qu'est-ce qui est le code des impôts, etc. Ok, et je dis juste à l'audience aussi que j'ai prévu d'interviewer Antoine spécifiquement justement sur son métier de conseiller en gestion de patrimoine et prochainement. Ok, donc ça c'est cool. Et toi du coup, tes projets, c'est tu fais plus la partie communication sur votre activité d'accompagnement d'investisseurs? Bah là, on travaille effectivement quelle est la bonne formule. Là, il a accompagné des gens pendant 18 mois selon différentes formules. Donc, on est en train de trouver, de voir ce qui marche vraiment, quels sont ce qui fait aller la méthode pour que les gens aillent le plus loin possible, en y passant le moins de temps possible. Donc ça, on aime bien réfléchir ensemble. Après, moi, je referai peut-être la partie immobilier avec lui. Là où il est vraiment très bon, c'est qu'il arrive souvent à trouver des optimisations quand il regarde les situations des gens, à leur poser leurs bonnes questions sur leur prévoyance, leur retraite. Donc ça, c'est un vrai plus aujourd'hui dans l'offre qui est proposée. Et on travaille surtout avec des entrepreneurs. Et souvent, il y a dans les gens avec qui on a, qu'on a comme client, il y a souvent un des deux qui est entrepreneur.
Et voilà, donc il y a une partie un peu spéciale entrepreneuriat aussi qu'on va peut-être développer cette année. Et du coup, toi, si jamais, en fait, par rapport à tout ton parcours, qu'est-ce que tu as envie de communiquer aux auditeurs? Peut-être des conseils par rapport à peut-être les personnes qui nous écoutent, bah, elles hésitent à se lancer ou elles se posent plein de questions. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors d'abord, la première chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que nous. C'était pas du tout utile, c'est pas forcément utile parce que ce qui compte, c'est bien après d'avoir son métier passion derrière. Donc voilà, c'est pas obligé d'aller aussi loin. Ce qui nous a permis d'aller loin, c'est d'être focus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est dit on y va et c'est devenu notre vraie priorité. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a moins faites. Peut-être qu'on est moins sorti, peut-être qu'il y a il y a un certain nombre de renoncements qui peuvent être en temps ou financier. On n'a quand même rien sans rien. Si on a été aussi loin, c'est parce qu'on y a été. Et après, il y a une vraie question autour de l'alignement dans le couple. On voit bien quand on est aligné, on va loin. Et quand on n'est pas aligné, bah, on navigue un peu chacun dans notre coin et on a, et ça va beaucoup moins loin. Mais donc là, on l'a vu sur l'immobilier. Quand moi, tout d'un coup, je me suis dit, OK, en fait, ça m'intéresse, bah, on a été à fond. Et sur l'entrepreneuriat, là, on a mis pas mal de temps à réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et là où on voit qu'on arrive à retravailler ensemble, bah, on se dit, ouais, on va franchir des super marches. Donc, c'est un travail de longue haleine, de prendre, de reprendre et de se dire, OK, on se réaligne sur nos projets de vie, nos finances et tous les domaines de notre vie, quoi. Ok, trop cool. Et la question encore, j'avais une dernière question parce que j'avais envie de te la poser. En fait, je, je vais te raconter ce que moi je vis ou ce que j'ai vécu et je voulais voir ce que t'en pensais. En fait, quand je parle à des proches ou des personnes de mon entourage ou même mes parents ou enfin disons les amis de mes parents, etc. Quand j'explique qu'on fait de l'investissement immobilier, en fait, il y a toujours un a priori assez négatif du ah ouais d'accord en fait tu veux faire de l'argent mais ta vie elle a pas de sens parce que du coup toi la seule chose qui t'intéresse c'est l'argent et en fait moi les gens voilà je sens une sorte de jugement sur l'activité d'investir en immobilier alors que pour moi au contraire c'est la libération de pouvoir arrêter de, de devoir travailler dans un travail qui en réalité pour ma part ne faisait pas beaucoup de sens parce que je faisais du marketing digital. Et du coup, bah, ça me permet de pouvoir faire ce que j'aime vraiment et ça me donne plein de possibilités de faire plein de trucs. Et du coup, je voulais savoir, toi, comment toi t'as vécu ça en fait? Est-ce que vous avez vécu cette partie-là ou pas? Avec notre entourage proche, de mon côté, ils ont assez bien compris parce que finalement, ma mère en a fait aussi parce que ça l'arrangeait dans une situation un peu difficile. Donc, elle est devenue investisseuse immobilière à sa retraite. Ouais, elle a cartonné, donc c'était vraiment super. Et en fait, on a partagé sur la première formation qu'on a fait ensemble avec mes sœurs. Et du coup, tout le monde a assez bien compris la philosophie. C'est clair qu'il y a du côté d'Antoine, c'était moins clair. C'est, c'est assez varié les pensées. Moi, je me suis pas mal posé la question aussi, effectivement, sur le côté argent. Euh, est-ce que c'est bien ou pas bien de faire de l'investissement immobilier? Et pour moi, il y a une part de la réponse où c'est bien si c'est au service de quoi c'est. Ouais, parce que en fait, je sais aussi que toi, tu as une fibre écologique vachement développée. Et je sais qu'il y a des personnes qui s'imaginent que l'investir en immobilier, c'est quelque chose de pas écologique. Alors, ouais, c'est marrant, c'est mon prochain article sur LinkedIn, c'est justement de travailler là-dessus. Et donc, en fait, parce que finalement, moi, j'avais un peu de mal à communiquer sur cette activité parce que je me disais, mais est-ce que c'est cohérent ou pas cohérent? Et du coup, en fait, il y a 15 jours, je me suis dit, OK, on va prendre le sujet à bras-le-corps et se dire, OK, en quoi c'est conforme ou pas conforme? Et finalement, en fait, si tu y réfléchis bien, on fait la rénovation du logement qu'on finance finalement avec nos sous. Nous, ça nous a permis de sortir en fait tout notre argent de la banque. Et aujourd'hui, on a de l'argent dans des vrais actifs. Donc, en fait, cet argent qui pouvait financer des industries polluantes, bah, du coup, aujourd'hui, on sait ce que finance notre argent.
donc voilà, et après, ça nous libère du temps parce que pour moi, dans le problème de la transition écologique, c'est qu'en fait, les gens, en fait, si la vie va tellement vite que tu n'as même pas le temps de réfléchir et que si tu reprends pas un peu la main sur le temps, mais en fait, tu peux pas vraiment changer de vie. C'est pas si simple que ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est comme ça que moi, aujourd'hui, je le vois, sachant que c'est perfectible parce qu'il y a quand même des investissements, on a gardé du gaz, faire de la rénovation qui soit bien faite en termes énergétiques, je trouve ça assez compliqué. Surtout avec les architectes du bâtiment de France qui rendent la rénovation énergétique enfin impossible et c'est un serpent qui se mord la queue, nous on s'en sort pas. Enfin, Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça te met aussi ouais, ça te met de manière concrète, effectivement, bah, qu'entre la théorie, il faut rénover le bâtiment, et puis bah, en fait, quand tu dois rénover le bâtiment et que tu vois que les entreprises, elles sont pas formées, elles savent pas dire ce qu'il faut faire, c'est pas clair du tout, bah, que c'est pas si simple que ça, quoi. Je parle même pas de matériaux biosourcés ou trucs comme ça, et après, je regardais justement, je me suis dit, je suis formée au bilan carbone, et je me suis dit, bah tiens, je vais faire le bilan carbone de nos investissements immobiliers pour voir qu'est-ce que ça donne, quelles sont les pistes de progrès. Parce qu'on peut aussi imaginer qu'un des avantages, c'est que dans tout ce qu'on a comme mobilier, bah, si tu entretiens ton logement et que tu entretiens bien ton mobilier, tu fais durer les choses plus longtemps. Donc, on a plein de petits axes qui font que ça peut être au contraire hyper vertueux. Aussi, quand tu fais des plus petites surfaces, c'est vertueux. Finalement, tu loges des gens. Quand tu fais de la colocation, c'est hyper vertueux parce que tu loges plus de monde dans un appart, hein, et donc tu diminues le ratio de mètres carrés par personne. génial. Mais oui, mais ça, je suis contente que pouvoir en parler à quelqu'un qui comprend, parce que par exemple, nous aussi, notre troisième immeuble, nous, c'était une maison qu'on a coupée en 15 logements. Mais en fait, c'est ultra écologique Ouais, de découper une maison en 15 logements. Mais ça, parce qu'en fait, tu loges 15 personnes différentes. Et en plus, moi, je trouve aussi que le meublé, c'est vachement écologique, parce que ça évite que tous les 2 ans, il y ait des gens qui s'amusent à racheter des meubles pour ouais. remeubler un appart et mettre la moitié à la poubelle à chaque fois qu'ils déménagent. Alors que là, du coup, tu loues tout clé en main. Et en fait, les gens n'ont pas besoin de racheter des meubles à chaque fois qu'ils déménagent, Oui, puis quoi. du coup, les meubles s'abîment moins parce que je veux dire, quand tu les Ouais. déménages pas, on achète des trucs de meilleure qualité parce qu'on veut que ça dure, hein. Donc, je pense que c'est intéressant. Et nous, il y a un aspect qu'on aime bien dans l'immobilier, c'est on garde de temps en temps. Nous, on n'a pas fait le même choix que vous. On a gardé la relation avec les locataires et parfois, ça nous arrive de faire des petits travaux ou d'entretenir ou d'être en aide pour aider. Et en tout cas, c'est bien parce que ça remet aussi du concret dans nos vies, d'avoir une activité qui est plus concrète que ce qu'on peut faire de conseils, de blabla. Donc, on trouve ça bien Parce que d'avoir. vous gérez tous les locataires en direct. Ouais, pour l'instant. Ah ouais! Ouais, nous, en fait, on a gardé que 3 colocs. Ouais. Et tout le reste est sous gestion, ouais. Mais 3 colocs, ça fait déjà 7 locataires. Et ça va, tu vois, mais... Ouais, on euh, travaillera après sur le. C'est pas très industrialisé encore, même si on a des process qui sont quand même assez au point. Mais on trouvait ça intéressant avant de déléguer, de voir comment on maîtrisait. Puis après, moi, j'aime bien la relation avec les locataires. Là, je suis en train de. La dernière que j'ai eue au téléphone, c'est une chanteuse d'opéra du Guatemala. Je trouve ça marrant aussi. Ça me permet de rencontrer des gens et puis de loger. En fait, c'est un vrai service qu'on offre aux gens qui arrivent à Marseille ou dans les autres villes, c'est de pouvoir se loger, d'être bien. Moi, j'aime les accueillir. Parce que sur les petites surfaces, on a quand même de la rotation, hein, sur les Ah gens ouais? bougent, mais je trouve ça sympa. Parce que du coup, vous avez en tout, t'avais dit 26 logements, c'est ça? Je sais plus. Ouais, Vous avez 26 logements pour combien de on a locataires? 39, 35 locataires, je crois. 35? Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est énorme. Donc ça fait quand même du boulot de gérer les changements s'ils restent en moyenne tous les pendant 2 3 Ah ans. non, ils bougent beaucoup plus que ça, hein. Ouais, Encore plus. ouais. On est Ah plutôt ouais, sur donc le T2, on tous est les mois, plutôt. t'as une entrée-sortie, quoi. Ouais, c'est par phase, hein. Ouais, c'est parfait. Ouais, souvent, c'est tous Il y a d'un des coup. Ouais. mois où il se passe rien, des mois où il se passe plein de choses. Après, ça nous empêche pas. Il y a pas mal de choses qu'on fait à distance, donc de s'arranger. Et puis après, quand même, quand ça tourne, ça permet de maintenir les logements en état. Donc en fait, le côté négatif, c'est qu'il faut retrouver quelqu'un, mais après le process, s'il est rodé, qu'on est bien positionné en termes de prix, ça c'est pas gênant. Et par contre, ça permet de vérifier que l'appartement il est nickel. Et donc je trouve de les maintenir plus longtemps. On espère faire durer le plus longtemps possible nos appartes en bon état, quoi. Ok, trop cool. Ça ne nous dit pas qu'on délèguera pas un jour, qu'on trouvera pas des couteaux suisses qui nous aident. Ouais, bah nous, on n'a jamais trouvé la perfection, hein. Voilà, mais on fait ce qu'on
avec les personnes qu'on a trouvées et on complète entre guillemets les lacunes. Mm. C'est-à-dire des fois on va revérifier entre un état des lieux de sortie avant l'état des lieux d'entrée, on refait un check, on vérifie. Mais en général, après, au fur et à mesure, les gens comprennent notre méthode de travail et ils Mm. s'adaptent. Et enfin, ça met un peu de temps, Et c'est vrai que de maintenir mais en voilà. état le parc, quoi, d'être attentif. En fait, c'est pas tant prendre la caution le problème c'est plutôt de s'assurer que les gens dégradent pas et de faire en sorte que les gens rendent le c'est pas l'appartement propre, c'est pas une question d'argent en fait, c'est une question de comment on s'assure que ce soit nickel quoi. Ouais, et c'est une question de principe et d'inculquer aux locataires entrants Ouais. le respect du lieu et Mm. enfin, ouais, ouais, tout à fait. Ok, comment est-ce que les auditeurs qui ont apprécié cet épisode peuvent continuer à vous suivre dans vos activités? Donc, juste pour information, Claire et Antoine, ils font de l'accompagnement en investissement immobilier, tout comme nous. Et vous avez un compte. Alors, raconte-moi comment est-ce que les gens peuvent vous suivre si jamais ils sont intéressés. En fait, on communique, on est tout débutant, donc c'est finalement l'entrepreneuriat, c'est un peu comme l'immobilier, il faut aussi se lancer et faire marche après marche. Donc nous, on utilise nos profils LinkedIn, Claire Dallène et Antoine Dallène, vous pouvez nous contacter. Et sinon, on a un compte Instagram plus pour interagir avec les gens et sur lequel on va publier, mais sans se mettre la pression parce que c'est pas forcément notre stratégie principale, qui s'appelle Bâtir son chemin. Ok, bah, je vais mettre les Ouais. liens vers donc les deux comptes LinkedIn et vers le compte Instagram dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent le retrouver. Très bien. Bah, je sais pas si tu avais un petit mot pour finir ou si c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Moi, ce que je trouve important de se souvenir, c'est qu'il faut voir pas trop grand à court terme et en fait grand à long terme. Et donc, parfois, on se dit sur notre partie accompagnement, ça va pas assez vite, on n'arrive pas, etc. Mais en fait, il faut bien avancer pas après pas. Et en fait, on peut faire des grandes choses en allant à long terme. Et voilà, oubliez pas de rêver, de vivre vos kiffs et on peut faire plein de beaux projets auxquels l'immobilier peut être un moyen. Génial. Voilà, merci Dorine. Magnifique conclusion. Bah, merci à toi. À À bientôt. bientôt.